Ce qui se passe dans l'espace a de plus en plus d'influence sur ce qui se passe sur Terre. On s'en est rendu compte, hein, vous savez, avec l'épisode Starlink en Ukraine, on a vu à quel point les réseaux orbitaux peuvent passer dans une guerre d'un simple feu vert ou rouge d'Elon Musk qui va suffire à maintenir ou à couper une communication, une connexion vitale. Et donc, pour la première fois, c'est ça qu'on peut saluer hein, dans cette déclaration qui a eu lieu à Toulouse cette semaine. La France est dotée d'une stratégie spatiale complète, civilo-militaire, qui est articulée autour de 5 piliers. L'accès autonome, la défense de l'industrie, de la défense, l'exploration, qui est aussi le propre de l'homme, et des coopérations entre les différents pays européens qui doit donner un cap jusqu'en 2040. En réalité, on s'est rendu compte aussi qu'il y a un intérêt économique, c'est-à-dire qu'on a des programmes spatiaux européens absolument géniaux, comme Galileo, le GPS européen, Copernicus, qui nous permet d'en savoir énormément plus sur notre environnement, les terres agricoles, l'industrie. Mais dès qu'il s'agit, j'en parlais avec un responsable de l'ESA, d'envoyer un Européen dans l'espace, nous ouvrons le carnet de chèques. Ça nous coûte des dizaines de millions d'euros chaque année. Et d'autant que pour concurrencer Elon Musk à travers Starlink ou encore SpaceX, Amazon, l'américain, ne reste pas les bras croisés. Il a notamment son projet Kuiper, qu'il a transformé en Amazon Leo, n'arrête pas de déployer des satellites en orbite basse. Et aussi Blue Origin, la société de Jeff Bezos, le créateur d'Amazon, a franchi un cap en réussissant sa première mission commerciale pour la NASA. Il a déployé des sondes vers Mars qui doivent arriver en 2027 avec des boosters réutilisables. Bref, tout le monde s'active. Il fallait vraiment que l'Europe montre qu'elle allait de l'avant. C'est une course, on comprend. Et quels sont les acteurs et les projets clés, surtout de cette reconquête orbitale? Oui, l'Europe a quand même quelques actifs. Hein, il faut quand même le rappeler, notamment à travers l'alliance franco-britannique, la constellation Eutelsat OneWeb. C'est le rapprochement entre ces deux acteurs. C'est très actif en orbite basse, avec quand même 651 satellites en orbite basse. Elle vise un Internet mondial à haut débit. Alors, c'est beaucoup moins que les 8300 satellites dont dispose Starlink. Hein, vous savez, cette entité de satellites de SpaceX créée par Elon Musk. Mais l'industrie spatiale européenne peut s'appuyer sur des gros acteurs comme Airbus, Thales, Alenia Space ou encore OHB en Allemagne. Et Paris pousse pour une fusion pour créer un véritable Airbus de l'espace capable de rivaliser avec les géants américains. L'idée, effectivement, aussi, c'est de nous appuyer sur nos startups parce qu'on en a pas mal. C'est le New Space européen. On voit certaines images là à l'écran d'une capsule que veut développer The Exploration Company. C'est une entreprise créée par Hélène Huby qui développe Nix. Hein, c'est cette capsule européenne réutilisable qui veut concurrencer à terme SpaceX et peut-être même embarquer des humains vers le milieu des années 2030. Il y aura une conférence très intéressante à suivre en avril prochain. Hélène Huby, cette entrepreneuse, participera à l'organisation, tout comme Thomas Pesquet. L'idée, c'est de montrer qu'on peut aussi donner le cap, qu'on ne va pas rester les bras croisés. Est-ce qu'il y a quand même des obstacles d'un point de vue technologique et puis réglementaire aussi qui peuvent venir contrarier ou freiner l'Europe? Oui, il y a une bataille qui est cachée, qui est un petit peu moins matérielle que celle des fusées, des lanceurs, des capsules, des satellites. C'est celle des fréquences. En fait, je m'en étais pas rendu compte, mais en parlant avec une spécialiste qui est très proche, qui participe à la préparation du sommet d'avril, elle m'a expliqué qu'en 2027, les spectres radio nécessaires aux communications par satellite vont être réattribués par l'Union internationale des télécommunications. Vous savez, c'est la branche télécom de l'ONU. Et en réalité, il y a beaucoup de batailles. Pour l'instant, les acteurs américains sont très présents. La crainte, c'est de voir, là aussi, parce qu'il a énormément d'appétit, Elon Musk rafler ce pouvoir absolument phénoménal. D'autant qu'on l'a vu récemment à travers des expériences réussies, notamment par AST Space Mobile en 2023. On voit de plus en plus de communication direct to phone, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se connecter directement via un satellite. Lorsqu'on veut téléphoner, on n'aura à terme plus besoin des antennes qui sont sur la Terre. C'est une véritable révolution qui va amener même les opérateurs européens à revoir leur stratégie. Et effectivement, on voit ces acteurs du New Space. Il y a aussi Lookup Space qui cartographie tous les satellites qui sont dans l'espace, une autre entreprise française, qui sont très intéressantes, qu'on doit encourager, qui doivent aider les gens dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il faut comprendre maintenant alors que l'espace devient un nouveau champ de confrontation? Oui, je voulais aborder ce sujet avec vous parce qu'on n'y pense pas non plus et c'est aussi une bataille un peu cachée. La ligne en réalité entre le civil et le militaire s'efface pour une guerre qui ne dit pas toujours son nom. En réalité, en 2017, un satellite russe s'est approché du satellite franco-italien Athena Fidus qui a provoqué la création d'un commandement de l'espace français. On a vu des tentatives aussi d'espionnage et de brouillage. En 2017 également, un satellite russe s'est dangereusement approché
d'un autre satellite européen. Il a poussé Florence Parly à qualifier d'un acte d'espionnage. Et puis, on voit également des forces spéciales américaines comme Jay Raymond qui a expliqué en 2020 que la Russie avait testé en orbite une arme anti-satellite non destructive. Elle avait quand même lancé un projectile depuis un de ses satellites, c'est-à-dire qu'on voit de l'espionnage, mais également des actions très agressives entre différents satellites. Et en 2019 également, l'Inde a testé une arme avec l'opération Mission Shakti, confirmant que la capacité anti-satellite est en passe de devenir un attribut des grandes puissances. Bref, il y a aussi une bataille qui se joue de manière feutrée aujourd'hui, mais sans doute de moins en moins masquée, qui se joue au-dessus de nos têtes. Nadia. Alors comment est-ce que les Français et les Européens peuvent peser ? Eh bien, c'était bien en tout cas de fixer le cap, hein, comme l'a fait le président français. C'est bien aussi de réfléchir au niveau européen. Ça sera sans doute le cas à l'occasion de ce sommet du mois d'avril. L'idée, en réalité, c'est de se doter d'une vision orbitale cohérente, c'est-à-dire non seulement travailler sur la défense, consolider aussi la base industrielle et de recherche. Paris, par exemple, plaide pour une préférence européenne, c'est-à-dire utiliser d'abord des lanceurs et satellites made in Europe, revoir le système de retour géographique de l'ESA, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas que les Américains qui travaillent sur ces lanceurs qui reviennent. Et puis, effectivement, plusieurs responsables européens reconnaissent que la montée en puissance d'Amazon Kuiper, dont on parlait tout à l'heure avec une usine géante en Floride, renforce l'idée que l'Europe pourrait perdre cette bataille industrielle et qu'elle doit aller de plus en plus de manière offensive. On l'a vu à travers des programmes comme Galileo, Copernicus, également Iris. Ce sommet, effectivement, montrera que il faut agir pour ne pas tout simplement subir et ne pas être tout simplement spectateur d'une bataille entre la Chine et les États-Unis. Merci beaucoup.